On est en ligne, c'est bon. Bienvenue sur l'Aperitivo, chers auditeurs. Bienvenue, mes amis. On va aujourd'hui traiter la suite de l'émission qu'on avait fait il y a 2 semaines. C'était le rétro de la saison 2010-2011, le Scudetto de l'AC Milan, le dernier en date. Là, on va traiter une saison qui, pour beaucoup, va de pair avec celle d'il y a 2 semaines. C'est cette saison 2011-2012. On voit Sokar qui a d'ailleurs le très beau maillot extérieur de cette fabuleuse saison. On arpentait ce drapeau d'Italie qui est le patch, bien sûr, vous le savez, du champion d'Italie de la saison précédente. Sokar, tu es avec nous aujourd'hui. Salut Sokar. Hello à tous. J'ai à mes côtés aussi également mon ami suisse qui fait les émissions avec moi, Nostro Milan. Vous allez pouvoir enfin mettre un visage sur cette magnifique voix et cet accent chantant. C'est mon ami Yann. Salut Yann. Salut tout le monde, un plaisir d'être là. Et enfin, on reçoit mon ami Pater aussi. Salut Pater. Bonsoir à tous. Donc, on va commencer dans le vif du sujet, messieurs, avec du coup le premier sujet, c'est le mercato estival. On va commencer par là, avec un mercato estival où déjà on voit un changement de tendance dans les méthodes de recrutement de l'AC Milan, puisque au niveau des arrivées, c'est un 0 € pointé, avec les arrivées de Philippe Mexès de la Roma pour 0 €, Teiteivo de Marseille, Marco Amelia qui, après avoir fait quelques mois, signe définitivement avec nous. Stéphane El Shaarawy arrive également du Genoa. Et enfin, on a Aquilani, qui sera le Mister X à la toute fin du mercato, et Nocerino, qu'on va prendre pour quasiment moins d'1 million à Palerme. Au niveau des départs, si Socrates repart au Genoa, Jankulovski part pour 0 € et Borriello est transféré directement et définitivement à la Roma pour 10 millions. Il avait fait toute la saison en prêt la saison d'avant. On a surtout le départ pour 0 € de Pirlo à la Juve. Yann, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce départ un peu comment cela change le visage de la Juve et dans quelles circonstances part Andrea Pirlo, qui est le dixième joueur le plus capé de l'histoire de l'AC Milan. Ouais, alors déjà premièrement, moi c'est un départ qui m'a fait beaucoup de mal au cœur parce que pour moi, un Milan sans Pirlo que j'ai vu depuis le début que je voyais Milan, j'avais ce métronome qui était arrivé en 2002 dans le club, qui était au milieu de son terrain. Je le revois encore gambader avec ses longs cheveux, ses coups francs, ses longs ballons, ses passes en profondeur millimétrées. Et c'est vrai que c'est un départ qui m'a fait vraiment de mal. En plus, pour 0 €. Et moi, j'ai toujours de la peine un petit peu de la manière dans laquelle on l'a traité, la manière dans laquelle il est parti. Pour moi, ça reste un mystère pour moi. Allegri ne l'utilisait plus vraiment lors de la saison du titre, hein, vous en avez parlé la dernière fois. Il Oui. était un peu mis de côté, il n'entrait plus vraiment dans les plans. Et puis, on le laisse partir à la Juve pour 0 €. Et puis, la suite de l'histoire, on la connaît, hein. La Juve va réussir à relancer le maestro, comme on l'appelle. Et puis, il va faire, je crois, encore combien de saisons à la Juve? 2, je crois. 2 saisons. Oh, même plus, je crois. Plus, Plus on que dirait ça, trois, ouais. 3 ou 4. Hein. 2 Ouais, 3 saisons. ouais. Et qu'est-ce que ça m'a fait mal, moi, de le voir jouer avec ce maillot de la Juve. Alors, je vois chez beaucoup de supporters, beaucoup de rancœur, de gens qui ont tendance à dire que c'est le serpent qui nous a trahis et tout ça. Mais moi, personnellement, je sais pas Ouais. comment vous voyez la chose, mais j'ai plus l'impression que nous, on l'a pas vraiment respecté en le laissant partir comme ça, en le mettant hors du projet. Alors pour moi, c'est un des grands piliers, tu le dis, hein, 10e joueur le plus capé de notre histoire. On parle pas de n'importe qui. Oui, c'est ça. La Juve, au début de cette saison, je crois qu'elle termine 5e du championnat, si je ne dis pas de bêtises, la saison précédente. 6e. Donc, on a une Juve qui est loin d'être compétitive. C'est combien, tu m'as dit? 6e. C'est ça? Ouais. 6e, voilà, avec des Milos Krasic, ce style de joueur, une Juve avec un Quagliarella qui est meilleur buteur de ce club à ce moment-là. Donc, c'est loin des standings des deux clubs de Milan lors de cette saison où Milan remporte le titre. Mais Pirlo arrive et ça change vraiment le jeu de la Juve, à ton sens, Sokar, ou pas? Est-ce qu'elle est déterminante, cette arrivée de Pirlo? Ah, c'est clair, on voit l'apport qu'il a eu, ce qu'il a transmis à certains joueurs, des jeunes arrivants, hein, comme Pogba, qui a appris énormément à ses côtés.
c'était vraiment un joueur qui avait cette capacité-là à transformer totalement le jeu de ton équipe. Et ça a été un cadeau absolument dingue qu'on leur a fait volontairement et involontairement en leur refilant ce joueur gratuitement. Le bien qu'il a fait à la Juve, je ne sais pas s'il est comparable à l'apport que peut avoir par exemple Ibrahimovic cette année, c'est pas le même poste. Et la transformation de la Juve, le visage changé entre une Juve qui venait de remonter il y a peu de temps en Serie A, qui enchaînait pareil des mercatos assez ridicules en termes de noms, etc. On voit, là je regardais un peu pour préparer l'émission, quelques joueurs qui étaient alignés du côté de la Juve cette saison-là. On retrouvait du Estigarribia, enfin ce genre de choses. Donc la Juve n'était pas forcément avec un effectif pléthorique rempli de stars. C'était une équipe qui revenait en haut et qui commençait à se construire. Pirlo leur a amené cette expérience-là qui a bâti, qui a construit les fondations pour la Juve qui a enchaîné tous les titres pour une décennie entière. Donc au début de la saison, donc voilà, la saison commence fin ou début septembre. L'AC Milan commence assez bien sa saison, Pater, ou pas? Pas du tout. Un peu comme la saison précédente, on fait un début très poussif. On gagne qu'un seul match sur les 5 premières rencontres du championnat. Il faudra attendre vers fin octobre pour que l'équipe recommence à enchaîner les points. Et d'ailleurs, ce sera entre la 7e journée et la 17e qu'on fera notre meilleure série. 10 résultats utiles, avec 10 victoires et 2 nuls. Ouais. Mais un début très positif, dont on galère surtout contre les gros, en fait. Hein. C'est la digestion du Scudetto qui n'est pas évidente. C'est peut-être le manque d'arrivée au mercato estival, Soccer, pour toi, qui conditionne ce début de saison poussif. C'est le rythme habituel de Allegri. Il avait cette habitude-là à Cagliari. Il a eu cette habitude-là de façon constante chez nous. C'est des débuts de saison poussifs parce qu'il avait une certaine façon d'entraîner sur le tactique, le positionnement, la rigueur du placement et le jeu, plus que le physique à proprement parler. Et donc, on savait que quand il était coach, il y avait des préparations estivales assez particulières. Voilà, tout l'inverse de ce qu'on a pu connaître là, sur la saison passée, où il y avait une préparation physique comment dire, sur la période de confinement en Italie qui a fait que le Milan est revenu en force et on était physiquement bien au-dessus de tous nos concurrents la saison passée. On savait qu'avec Allegri, c'était l'inverse. Les préparations physiques et les débuts de saison étaient constamment compliqués. Combiner cette saison-là à un calendrier particulièrement relevé en début de saison, parce qu'on a affronté quand même sur les 5 premières journées la Lazio, le Napoli et la Juve. Bon, il y a plus facile comme début de saison, hein, sur 5 journées, rencontrer 3 concurrents directs, c'est compliqué. Donc ces 2 points-là cumulés, ça fait qu'on a laissé pas mal de points en début de saison. On va passer du coup au deuxième thème, donc cette première partie de saison. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet et on va commencer avec la Ligue des Champions. Parce que Milan, et j'aimerais vous demander pourquoi, Pater, le Milan, malgré le fait qu'elle remporte le Scudetto, est quand même chapeau 2. Alors tu sais à quoi c'est dû ou pas? Déjà, les règles ont changé entre maintenant et aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, celui qui finit premier du championnat va obligatoirement en chapeau 1. Avant, les règles étaient un peu différentes. Et pourquoi on est en chapeau 2 ? Parce que les résultats sur les dernières années en Champions League n'étaient pas fameux. On a un Milan qui sort en 8e contre Tottenham l'année dernière. Et encore l'année suivante, des résultats mi-figue, mi-raisin, on va dire. Donc, couplé à tout ça, ça veut dire que même si tu finis premier du championnat, tu prends le risque de finir en chapeau 2 avec le coefficient européen. D'autant plus que à cette période-là, également, l'Italie perd sa 4e place de qualification. Donc, il y a pas mal de facteurs qui changent, qui influent tout ça. Et du coup, l'AC Milan se retrouve dans la poule du Barça, champion en titre, et également ensuite de deux équipes un peu moins performantes, qui sont le Viktoria Plzeň de la République tchèque et le Bate Borisov de Biélorussie. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà, donc une poule assez abordable. On se dit que les 2 gros poissons de cette poule vont passer aisément, mais finalement, Milan a un peu de mal.
si elle gère bien sa phase aller en enchaînant des bons résultats avec 2 victoires face à Plizen et le Bate Borisov, la première grande émotion de ce début de saison, on est d'accord, Yann, que c'est ce 2-2 face au Barça avec, si jamais tu veux bien me le raconter, voilà, des premières belles émotions de la saison. C'est ce fameux 2-2, c'est ce fameux 2-2 contre Barcelone et on s'en souvient tous, on en a tous le cœur qui fait encore boum boum. Je revois le maillot de blanc de Sokar là en ce moment, ça me fait droit penser à ça. C'est l'envolée de Pato au bout de quelques secondes, 20 secondes, je crois. 24 Où secondes. il met un sprint absolument incroyable. Il met dans le vent Mascherano, Puyol, il met tout le monde dans le vent. Il se retrouve face à Valdés et il lui passe le ballon entre les jambes. Ensuite, on se fait remonter pour le Barça et je crois que c'est dans les dernières secondes, C'est dans les ça. dernières minutes. Ouais, dernière seconde. On marque vraiment au début et à la fin, quoi. Début fin où c'est Thiago Silva, c'est les Brésiliens qui nous font rêver sur ce match aller. Et là, après ce match, c'est vrai que je me souviens des titres de la Gazzetta dello Sport et moi aussi, où on se disait, on a peut-être, on a notre mot à dire peut-être dans cette Champions League, même si on galère quand même sur ce match face au Barça. Oui. Le fait de voir nos joueurs, nos individualités qui font la différence, comme Pato et Thiago Silva qui met ce but de la tête, on se dit qu'on aura peut-être notre mot à dire dans cette Champions League cette année. Et oui, alors ouais. Vas-y, ouais, je te laisse. Oui, non, mais le but de Pato, désolé, je me répète, mais c'était vraiment quelque chose. Je me souviens de ce moment où je le vois partir, où je me dis non, mais c'est pas possible, il y a hors-jeu, il y a un problème, pourquoi tout le monde s'arrête? Et non, c'est juste que Pato, lancé à pleine vitesse, arrive face à Valdés et me met un petit but entre les jambes. Incroyable. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à ce moment-là de la saison, sur les titres de la Gazzetta, il y avait des images d'analystes qui reprenaient sa position de son corps par rapport au ballon, à sa course et qui le considéraient vraiment comme un pur sprinter des 100 mètres sur ce but-là. C'était quoi, ça a vraiment marqué toute une génération aussi parce que plus que le but, c'est vraiment toute l'iconographie qu'il apporte en termes de mouvement. Tout à fait. Et c'est un but qu'on voit assez régulièrement dans les highlights ou ce genre de compile de buts. Un autre but qu'on voit ici beaucoup, et c'est pour ça qu'on va rester un peu sur cette phase de poule de Ligue des Champions, on va tout faire d'une traite, c'est que cette phase de poule retour est un peu plus poussive, donc avec des matchs nuls, je crois, contre le Bate Borisov et Plizen, et une défaite face au Barça. Dans un retour où il y a 3-2, un autre joueur du Milan s'illustre, et on peut parler peut-être même d'un des buts de la saison en Ligue des Champions, c'est Boateng face à Bidal, je crois, et Puyol. Sokar, ton émotion à ce moment-là, quand tu vois Boateng faire ce qu'il nous fait, tu peux nous raconter le but aussi? Je me souviens exactement où j'étais ce soir-là parce que j'étais chez un ami. On était trois devant la console. Il y en avait un qui jouait à Assassin's Creed, un qui était en train de le regarder, et puis moi qui était, comme chaque soir où il y avait Milan qui jouait, devant l'ordinateur. Et me suis levé, j'ai crié, ils n'ont pas compris pourquoi. Pato, la torre per Ibra, arriva Boateng, numero Boateng! Super gol di Boateng che da perfetto principe si esalta nelle notti magiche, nelle notti importanti europee. Eccezionale, non tanto nella conclusione all'altezza del primo palo, ma nel colpo di tacco che ha completamente disorientato il diretto avversario e gli ha permesso di trovarsi solo all'interno dell'area di rigore e calciare di forti. On était sur Boateng, on était en train de dire voilà, qu'il nous avait fait une bonne saison en 10, voilà, encore plus avec l'habitude de ses coéquipiers, et que globalement voilà, il avait fait sa saison et marqué par ces deux buts, ce but spectaculaire contre Barcelone et puis ce triplé contre Lecce quand il entre en cours de jeu, qu'on est mené 3-0, qui vient égaliser et que c'est Mario Yepes qui nous met une tête rageuse pour la victoire 4-3 au final. Un match dantesque, voilà, c'est ce genre de joueur là qui nous a fait vivre des émotions. C'était pas un grand joueur, il restera pas dans les annales de Milan. Il a toujours eu des problèmes techniques, tactiques, mais c'était un joueur qui te faisait du plaisir. Tu regardais les matchs parce que tu savais que parfois il était capable de ce genre de choses. Et tu étais fier d'être supporter milanais quand tu le voyais jouer. Voilà, tu savais que ce n'était pas une grande star en devenir ou un joueur exceptionnel, mais tu aimais, tu appréciais le voir jouer.
Ouais, Yann. Ouais, je crois que l'avis des supporters de Milan, il est vraiment unanime sur Boateng. Je connais pas de supporters de Milan Ouh. qui avait pas Boateng dans ses C'est joueurs vrai? préférés. Pater. Vous êtes mitigé? Ah non, Ah non, 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 moi moi j'adore. je suis d'accord, mais il y avait quand même des périodes où c'est que Boateng ne faisait pas autant l'unanimité Alors que tu oui, le dis. alors dans certaines périodes, mais dès le moment, je crois, où il s'est tatoué le 18e Scudetto, qui nous a fait son show à San Siro, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui avait quand même marqué les esprits en très peu de temps, je trouvais, dans un club Ouais. comme Ah ouais, Milan. ça je suis d'accord, ouais, Et, clairement. et pour moi, c'était vraiment un joueur, mais quel plaisir de le voir jouer. Et Ouais. puis, c'était, ouais, avec son numéro 27, c'était vraiment le joueur qui faisait rêver. Et on parlait de ce but là à Barcelone, un contrôle en extension, ensuite derrière la jambe. Ensuite, il vient mystifier Valdés au premier poteau. C'est ce genre d'émotion qui me faisait rêver à cette époque-là avec le Milan 2011-2012, quoi. Ouais, c'est moi quand on me pose la question de pourquoi tu aimais vraiment Boateng, je vais sur YouTube, je tape highlights Boateng vs Lecce et les 2 premiers buts suffisent à convaincre. Vraiment, c'est 2 mines, c'est vraiment 2 mines en dehors de la surface, une demi-volée ou une reprise de volée, je crois le premier qui est incroyable et la deuxième, c'est une frappe sur une passe en retrait à gauche, c'est impressionnant. Mais c'est un joueur qui a vraiment marqué. On va revenir sur le championnat et du coup, sur cette première partie de saison. Comment, du coup, tu l'as dit, il y a cette bonne période de 10 matchs et du coup, Milan termine champion ou pas à la fin de la phase aller? Comment sont les rossoneri? Pas très bien, hein. Enfin, pas très bien, c'est vite dit, mais on est quand même en course quasiment toute la saison derrière la Juve, Ouais. jusque à ce fameux match en deuxième partie de saison dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est une bataille qui est très dure, déjà parce que le club ne gagne pas beaucoup de matchs contre les gros. Il sera beaucoup mieux contre des moyens petits, on va dire. Mais au-delà de ça, c'est assez poussif. Et d'ailleurs, on trouve que autant la saison dernière, la saison du titre, le collectif est bien plus rodé parce qu'on a beaucoup de joueurs qui vont se développer autour de Zlatan, mais qui vont être tous prédominants dans le jeu parce qu'ils vont tous marquer leur 14, 17 buts, faire environ 10 buts chacun leur tour, au moins pour le trio d'attaquants. Là, on va surtout avoir un Zlatan dominant dans la surface, c'est-à-dire que tout va passer par lui. D'ailleurs, ces stats vont le prouver sur la saison, ça va être 44 matchs, 35 buts, 10 passes décisives. Et le deuxième meilleur buteur, ce sera Nocerino avec 11 buts. Ouais. Et ensuite, Robinho avec 10 buts. Donc c'est surtout Zlatan qui va dominer et qui va influencer le secteur offensif. Tu l'as évoqué. Ouais, vas-y. Non, pas qu'on va jouer, pas qu'on va être mauvais dans le jeu, mais on sait d'où le danger vient. Et ça va être un problème peut-être pour l'équipe. Je sais qu'une fois qu'on sait d'où le danger vient, c'est un peu plus difficile à être surprenant vis-à-vis de nos adversaires. Tu l'as évoqué dans les joueurs que tu as cités, il y a Nocerino qui est la révélation de cette saison. On n'attendait pas, on ne l'attendait pas autant, ce joueur bousculer autant la hiérarchie à ce poste, tandis qu'il reste toujours des gros joueurs au milieu de terrain comme Seedorf, comme Gattuso qui sont encore là cette saison. Mais Nocerino, et grâce aussi à une très bonne entente avec Zlatan sur le terrain, fait une saison bien au-delà de nos attentes. Il finira deuxième meilleur buteur du Milan à la fin de la saison de Serie A. Est-ce que, dites-nous dans le chat d'ailleurs, si c'est pour vous la révélation de la saison ou si c'est peut-être un Égyptien aussi qui nous vient tout droit du Genoa. Dites-nous un peu lequel des deux est votre révélation. Mais Yann, parle-nous un peu de Nocerino et de sa saison et ce dont tu te rappelles un peu de lui, de ce joueur. Alors moi, Nocerino, c'était, comme tu dis, un personnage, il arrive en fin de mercato. C'est vraiment pas le personnage sur lequel on s'attend. Je crois qu'il arrive pour 500 000 euros, si je me trompe pas. Un Je me demi-million, souviens ouais. que les supporters de la Curva Sud avaient fait un chant pour lui où il parlait justement Nocerino, t'es arrivé pour 500 000 euros, mais tel personnage. Et puis, Grinta, moi, il a tout ce qu'un joueur de foot, tout ce que j'aime quand un joueur de foot porte les couleurs du Milan. Il donne tout pour le maillot. Je me souviens de 2-3 et il marque beaucoup pour un milieu de terrain. Je trouve ça assez incroyable. Je me souviens notamment de son triplé à San Siro face à Parme, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Exactement, dans une victoire 4-1 où il y a Zlatan qui va marquer un triplé de Nocerino, c'était assez incroyable. Et un autre but dont je me souviens exactement, il va me faire une célébration
à nouveau au Camp Nou en tirant la langue. C'est lors de notre défaite 3-1 en quart de finale retour de Ligue des Champions, match duquel on parlera sûrement tout à l'heure, mais Nocerino, c'est Nocerino qui va nous mettre le but au Camp Nou, qui va nous faire rêver pendant un petit moment avant de se prendre la douche froide au Camp Nou. Nocerino, c'est le joueur. Que se passe-t-il Nocerino, ce sera au final le joueur qui va jouer le plus sur cette saison-là. 83% des matchs joués avec 4000 minutes. Juste derrière lui, ce sera seulement Ibrahimovic. Donc, grosse surprise. Et finalement, c'est lui qui va jouer le plus. C'est lui qui va être la pierre angulaire au milieu de terrain. Alors que derrière, ses compères vont être plus souvent partagés. Ils ne seront pas vraiment fixes. Entre Van Bommel, Seedorf, Ambrosini et Boateng, voire Aquilani. Donc, grosse surprise et gros impact sur cette saison. C'est un joueur, Soccer, qui avait, je l'ai dit tout à l'heure, une énorme entente avec Zlatan Ibrahimovic. Il n'y a qu'à voir, après le départ de Ibrahimovic à la fin de saison au PSG, Nocerino n'a plus jamais été ce joueur-là aussi décisif à Milan dans les années qui ont suivi. Et ça a été l'homme d'une saison. Quelle saison, mais l'homme malheureusement d'une saison. Il est vraiment retombé très largement ensuite en termes d'impact et de performance jusqu'à partir de façon vraiment anonyme quelques saisons plus tard. Il aura marqué de son empreinte cette saison-là, avec l'impact mental d'un Ibra qui le soutenait et qui lui offrait des passes D. On retiendra de ça de lui. On avait l'espoir d'avoir retrouvé un joueur capable de s'inscrire dans la durée et de prendre la relève des sénateurs, mais au final, ça aurait été une très belle surprise, une révélation d'une saison, mais ça n'aura pas duré beaucoup plus longtemps. À mon plus grand regret, parce que comme Yann, vraiment, c'était un joueur que j'adorais de par son envie, sa grinta, d'être partout, de se bouger sur le terrain, mais il n'aura jamais réussi à retrouver, une fois que Zlatan parti, cette régularité et cet impact au niveau du jeu. Pendant le mercato hivernal, on va aborder ce sujet, il y a des arrivées encore avec des grands noms qui ont marqué l'histoire du club, comme Maxi Lopez, Jamel Mesbah ou encore Souleymane Tari. Voilà, Milan qui continue avec, c'est de l'ironie évidemment, mais c'est Milan qui continue son mercato avec un budget très restreint. Au niveau des départs, en revanche, il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé, mais qui avait tant fait pour le Scudetto, c'est Pato qui s'en va. Dans quelles circonstances il s'en va, Pato, à ce moment-là, du coup, Pater? Je pense qu'on est tous partagés par son départ. On avait tous, à ce moment-là, l'espoir de revoir le Pato de la saison du titre. Malheureusement, les blessures, on en décide autrement. Donc, avec le recul nécessaire maintenant, effectivement, c'était le choix à faire, parce que jamais il arrivera à retrouver ses sensations, ses performances qu'il a pu réaliser sur ses saisons d'avant au club. Pour moi, Pato, ça reste l'un des plus gros gâchis du club. Sur un niveau, il avait montré tellement de potentiel, tellement de choses, il savait tout faire. Il était fort techniquement, fort dans la frappe, fort dans la tête, fort des deux pieds. C'est un gros gâchis. Pour moi, je pense qu'on est tous d'accord, quand on voit ce gamin arriver, qui commence à marquer son premier but contre le Napoli, et toute l'histoire qui va suivre, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça y est, on tient enfin un nouveau ballon d'or, on tient enfin l'héritier de Shevchenko. Et au final, c'est tout un raté. Et depuis, on n'avait jamais vraiment pu avoir de numéro 7, un digne numéro 7. Donc, gros gâchis pour moi. Je vais vous demander aussi à vous votre avis sur Pato. Juste, Pater, si tu pouvais mettre les écrans en mode galerie, parce que je vois que quand tu parles, je reste affiché en plein écran. Donc, comme ça, on est tous à taille égale. Si tu peux faire ce réglage sur le zoom. T'allais dire, Yann, au sujet de Pato? Ouais, Pato, par contre, ne part pas au mercato d'hiver de cette saison-là, non? Si, il part au mercato cet hiver-là, non, Pato? Il part la saison d'après. Il me semble qu'il prend le numéro 9 d'Inzaghi après, la saison d'après. Et c'est seulement la saison d'après qui part. Là, justement, ce mercato Alors, c'est quoi? C'est un vrai faux départ?
C'est un vrai C'est un vrai faux départ. départ. Je me souviens exactement de ce moment. C'était mercato d'hiver. J'étais en Italie pour passer un brevet de ski, petite anecdote. Et puis je lisais la Gazzetta et je me souviens d'un titre, la Gazzetta, qui annonçait ce départ de Pato pour 50 millions à Paris, que Leonardo le voulait pour 50 millions à Paris, ou je ne sais plus quoi. Et pour moi, la réponse était claire, c'était non, absolument pas. On veut garder notre joueur brésilien. Tu le dis, Pater, hein, c'est un joueur, on pensait tous qu'après ces galères de blessures, il allait revenir et puis aller viser très haut, peut-être éventuellement aller chercher un ballon d'or et puis devenir vraiment l'attaquant de notre club du futur. Mais finalement, je pense que c'est vraiment une saga, ce mercato d'hiver de cette saison-là, qui nous a porté vraiment préjudice. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, Pato qui ne retrouvera plus jamais son niveau. Cassano qui a eu ses problèmes de cœur fin novembre, qui doit se faire opérer. Et puis Galliani qui s'activait sur ce mercato pour essayer de faire venir Tevez en provenance de Manchester City. Et je me souviens d'une image de Galliani fier avec Tevez lors d'un repas dans le centre de Milan. Déjà, tout le monde avait relayé la photo et tout le monde était sûr que Tevez allait débarquer. Et puis là, petit à petit, on a compris que Milan voulait faire confiance à Cassano, de le faire, d'attendre son retour, d'attendre le retour de blessure de Pato aussi, de ne pas le donner au Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est vraiment ce mercato d'hiver qui signe le début de la fin et qui, pour moi, a joué un grand rôle dans le fait qu'on n'ait pas réussi à décrocher le Scudetto en fin de saison. Ouais, pour toi, tu juges que les arrivées pour se renforcer ne sont pas suffisantes avec Mesbah, Montari et Lopez, je l'ai dit. Disons que je juge qu'il nous a manqué un attaquant. En fin de saison, il nous a manqué un attaquant. On en parlera tout à l'heure. Il y a un match, un week-end précisément, où pour moi, au-delà du scandale d'arbitrage face à la Juve, le week-end où on joue entre nos deux matchs de Champions League face au Barça, on fait un nul à Catane, où on voit notre équipe qui est complètement à bout. On a je crois, un Ibrahimovic qui est suspendu parce qu'il a donné une baffe à Aronica dans le match précédent face au Napoli. Et pour moi, si on avait eu un attaquant supplémentaire en la personne de Carlos Tevez, on n'aurait pas eu ce genre de problème. Et on a voulu faire confiance au retour de Cassano, au possible retour d'après blessure de Pato, et ça n'a malheureusement jamais eu lieu. Et pour moi, ça a joué un rôle, ce mercato hivernal. Au retour du mercato hivernal, on a un 8e de finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Mythique, hein, celui-là. Enfin, en tout cas, pour moi, on avait fait une émission d'ailleurs avec Soccer qui était venu. Et du coup, on avait parlé du match qu'on aurait présenté si jamais on devait convaincre un ami qui connaît pas trop le Milan de se tourner vers l'AC Milan. J'avais présenté cette victoire 4-0 parce que à l'aller, Milan atomise les hommes d'Arsène Wenger. Il y a Thierry Henry, d'ailleurs, sur la pelouse, qui vient faire sa petite pige. Il est en MLS, mais il est en vacances. Donc, du coup, il revient faire 6 mois à Arsenal. Il joue, mais à la fin, c'est les hommes de Massimo Allegri qui surclassent Arsenal, Pater. Ouais. Moi, ce que je me souviens surtout de ce match, au-delà de la prestation sportive, c'était la fameuse mauvaise foi de Wenger. Qui à la fin du match va sortir ouais mais c'est parce que c'est à cause de la pelouse, les Italiens ont modifié la pelouse sur les côtés pour pas qu'on soit aussi rapide sur les ailes, ce genre de petite mauvaise foi à la française chez Wenger. Ce que je me rappelle très bien aussi, c'est que tout le monde nous voyait forcément passer le deuxième tour facilement, là où je disais qu'il faut qu'on soit quand même très attentif parce que un match de Ligue des Champions c'est jamais terminé, surtout quand ça se joue en 2 phases. Et qu'il ne fallait surtout pas faire une seule chose, c'est de prendre le but sur les 10 premières minutes. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se prend un but les 10 premières minutes sur la phase retour. Et après, on connaît, je pense qu'on a tous été en sueur sur ce moment-là, quand il voit qu'il marque le premier, le deuxième et le troisième but. Je pense qu'on a tous on était tous bien vénères sur nos canapés. Au final, on passe de justesse. Et c'est un match qui va définir un peu Allegri pendant un bon moment. Le fameux Allegri en Ligue des Champions, c'est pas le top. Il a du mal à préparer ses matchs, un peu comme les défauts qu'il avait montrés contre Tottenham l'année précédente. Et ça va être également encore un autre match qui va mettre un peu pointer du doigt les performances d'Ibrahimovic en Ligue des Champions,
qui n'a jamais vraiment été capable de porter sur ses épaules le club jusqu'au dernier carré, ou plus loin du dernier carré. On était en confiance, juste avant ce match-là, Ouais. tu vois, on venait justement de retrouver Ibra qui revenait de suspension et qui avait joué le week-end avant ce match retour contre Arsenal, il avait joué en championnat pour son retour, il avait calé un triplé. Donc c'était vraiment, tu vois, exactement je me rappelle de la presse justement qui faisait le parallèle entre Ibra en Serie A qui te cale un triplé contre je sais plus quelle équipe, que je regarde vite fait, c'était contre Palerme, un triplé, et qui juste après en Ligue des Champions paraît un peu plus transparent dans un match quand même décisif. Ce parallèle entre le Ibra Ligue des Champions et le Ibra en championnat, on l'a retrouvé après à Paris encore, mais c'était déjà le cas avec Milan. Ouais. Toi, quel souvenir tu en as de cette double confrontation face à Arsenal, Yann? Alors pour moi, le match aller à San Siro, si je dois retenir un match, le match référence de cette saison, c'est vraiment ce match face à Arsenal. J'avais vu un trio d'attaque extrêmement bien rodé. Je me souviens, même moi, en tant que supporter de Milan, évidemment, je suivais tous les matchs en championnat et je disais, mais les gars, vous verrez en Champions League, on a une sacrée équipe. Tout le monde me disait, mais arrête avec ton AC Milan, là, c'est bon, ça fait des années que tu nous en parles, laisse-nous tranquilles. Et ils reviendront plus jamais autant, et ils reviendront plus comme ils l'ont été dans le passé. Et nos trois attaquants qui étaient Robinho, Ibrahimovic, avec Boateng un peu en soutien, avaient fait un match où ils avaient permuté tout le match, où je me souviens que les défenseurs d'Arsenal ne savaient plus où était qui était où vraiment on avait Robinho qui revenait chercher des ballons, Ibrahimovic qui décrochait, Boateng qui décalait sur les côtés. Et vraiment, pour moi, c'était un match vraiment référence, ce match avec nos trois attaquants qui avaient fait une prestation incroyable. Et d'ailleurs, tous mes amis m'avaient dit à la fin, oula, mais c'est vrai que Milan aura peut-être son mot à dire dans cette Champions League, parce qu'une masterclass comme ça face à Arsenal en huitième de finale à 4-0 à San Siro, et surtout avec la manière, parce que c'était vraiment avec la manière, j'avais trouvé qu'on avait géré les Londoniens. Et du coup, c'était assez incroyable. Et le match retour, Pater l'a dit clairement. Et je me souviens encore au match retour, sur le 3-0, je crois, il y a un moment où Van Persie se retrouve seul face à Abbiati. Et il tente une espèce de petite balle du gauche. Et Abbiati, je ne sais pas pourquoi, sa main traîne là à ce moment-là. Il arrive à bloquer le ballon. Mais oui, en sueur sur le canapé. Et puis finalement, pour célébrer cette qualification en quart de finale. Ouais, qualification du coup face au Barcelone qu'on va retrouver après les avoir joués en poule. Rebelote, on va jouer contre les champions en titre. Sokar, je vais te laisser carte blanche là-dessus tout en restant poli parce que à Skip, d'après tes amis de Solo Milan, tu as un avis bien tranché sur ce match, sur cette double confrontation. Juste sur ce match, c'est sur le Barça en général, en particulier, mais ce match-là, le quart de finale retour, c'est à l'image de ce Barcelone qu'on a rencontré sur l'espace de 3 ou 4 saisons européennes. On les a rencontrés chaque saison dès qu'on était qualifié, soit en poule, soit après. Cette année-là, on les a en poule, on les retrouve en quart. Et sur ce match retour, je vous invite à aller voir le replay du véritable scandale qu'est ce match et cette qualification de Barcelone, où leur deuxième but est un penalty comment dire, complètement abusif. Sur un corner, je crois. Ouais, enfin, c'est une action. Il marque un premier penalty sur une faute d'Antonini qui est à peu près valable. Il y a un deuxième penalty qui est transformé par Messi, qui est absolument scandaleux. S'il y avait eu la VAR à cette époque-là, il n'aurait jamais été sifflé. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que dans le même match, en deuxième période, sur une action offensive de Milan, il y a Mascherano qui tacle, mais exactement de la même façon que nous, on a subi le penalty. Il tacle Ibrahimovic de mémoire dans leur surface. Et tu as dans la foulée, juste quelques 2-3 secondes après, dans la même action, tu as Dani Alves qui tacle encore un autre joueur milanais dans la surface. C'est deux fautes qui méritent 2 pénaltys. Là, l'arbitre ne bronche pas, il est à 2 mètres de l'action, il ne siffle pas. Et le match, mais c'est un festival à ce niveau-là. C'est dès qu'un joueur barcelonais est raflé, un coup d'aile de papillon qui fait tomber les Barcelonais au sol, et c'est un penalty ou un coup franc,
Et quand les joueurs milanais sont littéralement agressés, on laisse le jeu parce que sur le sponsor, sur le maillot de Barcelone, c'est marqué UEFA. Donc, il faut un peu les aider, les pauvres, à faire grandir la salle des trophées. Et Milan n'avait plus le même impact sportif et politique à cette époque-là. Donc, Oui. c'était un scandale parmi tant d'autres. Et Barcelone qui a continué sur sa lancée saison après saison à voler ses titres. Il y a Jules Chana 3 qui nous dit ne surtout pas lancer Soccer sur l'enchaînement entre Arsenal et Barça. Bon, c'est fait. On a entendu Soccer, mais oui, mais il faut en parler. Mais surtout que c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de rencontre. Quand c'est le Barça en Ligue des Champions, il y avait eu la remontada face à Paris la plus récente, mais il y avait aussi ce match face à Chelsea. Le Chelsea de Drogba, donc il y a quelques années avant le match du Milan, c'était un peu plus ancien. Mais voilà, Yann, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je te rejoins. Non, mais je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement sur le deuxième penalty. Je me souviens encore de ce moment-là où j'étais déjà là. On joue face à l'ogre barcelonais et il faut encore, quand on fait une bonne performance, qu'il y ait des penalties. Alors le premier penalty d'Antonini, c'est pour moi il y a penalty. Admettons, il est valable. C'est très maladroit de la part. Mais admettons, il n'y a pas de souci. C'est très maladroit de la part de notre latéral, mais le deuxième penalty, j'ai regardé ça cet après-midi parce que j'avais un peu oublié l'histoire de ce match. C'est sur un corner, je crois, où Sergio Busquets vient en essayant de je ne sais faire quel geste, se heurter sur le dos de Nesta, si je ne me trompe pas, mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment on peut trouver un penalty. Nesta prend jaune en plus après pour avoir il va râler, il va expliquer à l'arbitre, il n'y a rien du tout. Nesta qui ne râle pas, qui a appris à l'école de Maldini, on ne râle pas après l'arbitre. Si l'arbitre il dit quelque chose, on le laisse tranquille. Donc pour une fois que l'arbitre il voit un joueur légendaire, plein de classe comme Nesta qui vient lui dire en toute bonne foi, il n'y a pas faute, il n'y a rien du tout, l'arbitre plutôt que de revenir, enfin de réfléchir un peu à sa décision de faire quelque chose, non, il se dit c'est Nesta le menteur, ce qu'il ne fait jamais. Et il lui met un carton jaune en plus du penalty fantôme. Et après, donc du coup, sur le reste de la rencontre, Nesta, il ne peut pas être aussi agressif sur la défense, il ne peut pas avoir le même rôle en termes d'interception qu'il peut avoir d'habitude. Et ça nous prive encore d'options défensives. Donc, ce match retour, là, c'est un véritable scandale parce que c'était privé Milan d'une qualification en demi-finale qui aurait fait énormément de bien. Et le Barcelone, ce Barcelone-là est aussi coupable que la Juventus de notre saison catastrophique et du début de notre descente aux enfers. C'est deux matchs qui s'enchaînent. C'est deux matchs qui s'enchaînent. Sur 2 semaines. Il y a du coup ce fameux match, ce fameux un but partout face à la Juventus. C'est un Milan-Juve. Avec cette faute, donc là pareil, pas de goal line technology pour le coup qui est apparu je crois en 2014-2015, je crois que c'était en 2014, non, la goal line, c'était pas la Coupe du Monde au Brésil, c'est quelque chose quelques années après, ouais. Voilà, mais en tout cas à cette époque-là il n'y a pas la goal line et du coup on a un but de Muntari, une tête de Muntari qui passe la ligne d'un demi-mètre. Mais voilà, Buffon fait un réflexe pour le coup et il la sort vraiment comme un chat, mais le but sera refusé injustement. Et du coup, à ce moment-là, pour remettre le contexte, je crois que Milan est devant la Juve de un seul point. Il me semble qu'on est devant la Juve d'un point. Je crois qu'on était à point égal. Et que justement, c'était le match pour départager qui allait passer en premier ou pas. Mais bon, c'est un petit détail. Mais c'était un match, c'était un match crucial. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça change la saison pour vous? Ouais, ça change la saison et en plus, c'est un vrai traumatisme. J'ai 3 traumatismes avec le Milan, vraiment de mémoire. Celui-là, il en fait partie. C'est la finale contre Liverpool. Istanbul. J'ai la simulation de Puyol sur la tête de Tcheva en demi quelques années auparavant. Et j'ai ce fameux but refusé de Muntari. Mais un traumatisme, je pense qu'on en reparlera encore pendant encore 20, 30, 40 ans, tellement aux yeux du monde entier, ce match a été un scandale de A à Z. Ouais. Moi, je dis on peut perdre des matchs, c'est pas grave, mais le seul truc que je ne supporte pas, c'est cette mauvaise foi. Et d'ailleurs, ce jour-là, Buffon est vraiment tombé de mon estime. Moi aussi, également, dans son interview d'après-match. Ouais, c'est ça. Pour moi, Buffon, qui a toujours été un joueur de grande classe, qui inspirait la classe, le respect, etc., et qui ose te dire en fin de match, de toute façon, même si je l'avais vu, j'aurais rien dit. Quel manque de classe, quoi. Quand tu vois, par exemple, qu'il y a des Ambrosini qui
qui tombe dans la surface et qui dit non, il n'y a pas penalty, etc. Je trouve que ça fait mal. Et ça n'a pas fait du bien, de toute façon, ça n'a pas fait du bien à notre club à nous, et ça n'a pas fait du bien au championnat italien, quoi qu'il arrive. Donc, un vrai C'est une saison où la Juve finit invaincue en plus. C'est ça. Ce match qui est vraiment volé, la Juve est donc à égalité de points ou à un point d'écart avec Milan à ce moment-là, mais la Juve est invaincue en championnat. Yann, tu allais ajouter quelque chose? Ouais, j'ai envie de partager, ce moment, comment je l'ai vécu, quoi, parce que c'était, comme tu le dis, c'était un réel traumatisme. On fait une petite séance de psychologue, alors là, psychologie, mais Psychologie, allez. c'était un traumatisme incroyable. Je me souviens encore de l'endroit où j'étais. J'étais allé dans un restaurant avec des amis regarder ce match, des amis interistes d'ailleurs, qui étaient totalement, qui même, même avec leur mauvaise foi de cousins interistes, et là, mais comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible ce match? Et là encore, sur le moment des faits, il y a encore 1-0 et Milan domine totalement le match. Donc on se dit, ils vont planter un moment ou un autre. Il va y avoir ce 2-0 qui va sceller ce match. Et non, non, non. Et finalement, c'est Matri qui vient À égaliser 81e. Ouais. sur la fin. Et alors là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé la gravité de la décision arbitrale, qui nous enlève le 2-0. Au passage, c'était Nocerino qui avait marqué le but du 1-0 sur un tir dévié. Mais quel traumatisme ce match, vraiment. Et ce sentiment, je sais pas, j'avais un sentiment en moi d'injustice, d'envie de trouver quelqu'un pour essayer de lui dire non mais regarde s'il te plaît, enfin on peut pas faire quelque chose, on peut pas revenir en arrière, c'est pas possible de perdre des points, de peut-être ne pas avoir le titre en fin de saison à cause d'une erreur arbitrale pareille. Et c'est vrai que ça m'a marqué pendant un moment cette injustice du but de Muntari, quoi. On est que le 25 février à ce moment-là. Il reste encore beaucoup de matchs en Serie A. Pourquoi on a cette impression que Milan perd entre guillemets le Scudetto à ce moment-là? Après, comme je dis, il reste encore beaucoup de matchs. Mais Soccer, il y a vraiment ce sentiment de la différence est faite et Milan ou alors on y croit quand même à Milan, mais il y a un peu un aveu de faiblesse de dire bon, cette Juve est favorisée, cette Juve est invaincue. Comment gagner le Scudetto? Je pense qu'il y a eu un impact énorme sur nous, supporters, à ce niveau-là. Au niveau des joueurs, j'ai du mal à y croire pleinement parce qu'on voit que la série qui suit ce match-là, c'est quand même une série de 4 victoires, dont une contre la Roma. On va enchaîner. Donc, l'impact, il est énorme sur les supporters voilà, qui se rappellent de ce match-là, de l'impact, de la différence que ça crée. Hein, la Juve qui prend plus 3 au lieu de nous. Bon, bah, c'est sûr que ça fait une différence au bilan final de la saison. C'est un différentiel de 6. Hein. C'est énorme. Mais le titre en soi, on le perd tout seul en fin de saison avec une mauvaise gestion des matchs à enjeu, avec une défaite contre l'Inter, la deuxième de la saison dans le derby, et puis une défaite aussi à domicile contre la Fio. Donc l'impact, il est davantage sur les supporters. Et ça reste un symbole voilà, de la saison. Est-ce qu'il y a eu un véritable impact sur les joueurs? Je ne pense pas. Ça reste des pros qui, une fois que le match était terminé, on s'est fait voler. Il n'y avait pas la VAR à cette époque-là. Donc, ce match-là, il est historique pour nous, supporters milanais, mais des matchs où des équipes qui ont été volées de la sorte, il y en a eu des tas dans des matchs, d'autres matchs en Ligue des Champions partout. Donc, c'était juste voilà, les erreurs de l'époque qui existaient et qui nous ont marqués, nous, parce que c'était contre la Juve et qu'on était, voilà, on cherchait la victoire finale et qu'au final, quand tu fais le bilan à la fin de la saison, bah, plus 3 pour nous, moins 3 pour eux, on est champion. Donc, c'est plein de choses qui font que. Voilà. Mais à ce moment-là précis de la saison, donc, ça n'a pas plus d'impact que ça dans la tête des joueurs, je pense. On a un commentaire de Bobby Lafrousse qui nous demande pourquoi on fait un live un soir de Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'on lui répond que le jeudi, il y a le Milan, le mardi, il y a... Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a du foot maintenant toute la semaine, mais on va réfléchir peut-être parce que là, on voit que sur les soirées de Ligue des Champions, il y a un peu moins de monde qu'il y a 2 semaines, à voir si on n'essaye pas le lundi ou quoi, mais pour l'instant, on reste le mercredi. Voilà, demain, on sait qu'il y a le Milan.
Donc pour l'instant, on va rester sur ce format. Il y a Alpha aussi qui nous dit: vous voulez qu'on passe une mauvaise nuit ou quoi? En évoquant du coup ce match face à la Juve. Effectivement, c'est une saison qui est douloureuse. C'est un traumatisme pour beaucoup de supporters milanais, dont moi aussi à cette époque où je partage exactement la même ressenti que Yann. Donc je ne vais pas revenir dessus. Quand même, on va essayer de te remonter le moral, Alpha. Dans les belles choses que l'on voit cette saison, c'est les 35 buts de Zlatan Ibrahimovic, 12 passes décisives en 44 matchs. Il est sur un 28-8 en championnat. On a un Zlatan Ibrahimovic stratosphérique. Pour moi, mon visage d'enfant de 12-13 ans, à cette époque, là où je vois que Ibra fait une saison planétaire, c'est qu'on le voit dans Téléfoot. On voit des sujets, et à l'époque où Téléfoot est vraiment focalisé Marseille, PSG, Barcelone, Real Madrid et un peu toute l'actu globale, on voit très peu de foot italien. On voit un sujet, alors je ne sais plus si c'est Olivier Dacour qui le présente, d'un interview de Zlatan Ibrahimovic, et c'est à ce moment-là où je me dis ouais, quand même. Et moi, je deviens fanatique de joueurs. D'ailleurs, j'ai un beau maillot à côté de moi de cette saison-là avec Ibrahimovic. Mais on a un Zlatan Ibrahimovic qui est dans une de ses meilleures saisons en carrière, Yann. Pour moi, il est dans une de ses meilleures saisons en carrière, mais le fait que ça soit seulement lui qui porte l'équipe, ça montre quelques failles, je trouve, dans l'équipe. Pater en a parlé en tout début de podcast, en tout début de live. Pour moi, ça cache une sorte de dysfonctionnement dans notre collectif, le fait que ça soit pratiquement que Zlatan qui soit comme ça si haut, que tous les autres joueurs suivent. C'est Nocerino qui suit en deuxième, qui sort d'une saison stratosphérique. Mais sinon, c'est vrai que nos autres joueurs, nos autres attaquants n'ont pas la même... Robinho. Oui, Robinho, cette saison-là, alors qu'il est sur des bases très solides la saison dernière, que fait Robinho lors de cette saison aussi? Alors, les chiffres... 10 buts et 9 assists. Quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il est en sous-régime par rapport à la saison d'avant, et c'est vrai que Zlatan se retrouve vraiment loin devant tout le monde. Il sort trop loin devant tout le monde, mais après, justement, comme on dit, dans certains grands matchs, on a l'impression qu'il ne porte pas forcément l'équipe comme on voudrait qu'il la porte. Moi, j'ai ce problème que c'est vraiment, il n'y a eu que Zlatan cette saison-là, et j'ai l'impression que, on parle de nos jours un peu de Zlatan dépendance sur le Milan actuel. J'ai un peu l'impression que lors de cette saison-là, on avait une sorte de Zlatan dépendance qu'on n'avait pas dans l'année du titre. Après, c'est vraiment... Confirme, Sokar. C'est ça, ouais, il y a un véritable parallèle à faire avec le Milan actuel qui, quand Zlatan va, tout va, quand il met les buts, il y a beaucoup de pénaltys. Hein. Tu regardes le nombre de buts que Zlatan a marqué. Il y a une série, je crois, de 5 ou 6 buts d'affilée sur cette saison 2011-2012 qu'il marque sur pénalty. Alors, je n'ai plus en tête si les pénaltys étaient tous valables ou non, mais il y a quand même une série où on ne marque plus que sur pénalty. Parce que ce Milan 2011-2012 d'Allegri, il n'est pas beau à voir jouer, il est efficace de temps en temps, il est spectaculaire de temps en temps encore, mais il n'est pas globalement beau. On n'est jamais assuré de voir quelque chose de net et précis, dans le sens où si Nocerino est un peu moins en forme, si Zlatan n'est pas là, il y a des doutes un peu qui commencent à se créer sur certains matchs, et tout ne s'enchaîne pas forcément comme prévu. Alors, on a mis plein de cartons, il y a eu des jolis matchs, il y a eu plein de matchs cette saison-là où on a mis 4 buts, 3 buts, 4 buts, voilà. Donc offensivement, ça marquait, ça allait, mais il y avait des choses dans le jeu ou des prémices de ce qu'on allait voir sur les saisons d'après, où sans Ibra, sans certains joueurs, sans des éclairs d'individualité, ce Milan-là n'était pas capable forcément de jouer au football, tout simplement. Et pourtant, Milan, quand on voit le classement de Serie A, Milan finit à 4 points de la Juve, mais à 16 points d'avance sur le troisième qui est l'Udinese. Donc c'est vraiment un championnat avec seulement 2 équipes qui se battent pour le Scudetto. On va y croire jusqu'au bout au Scudetto, Pater, ou très vite dans notre esprit, on va se dire on a perdu des plumes aussi lors de la deuxième partie de saison par rapport à une Juve qui continue et reste invaincue jusqu'à la fin de saison. L'équipe va y croire jusqu'au bout parce qu'il n'y a que 4 points de différence et on va vraiment perdre le championnat sur les derniers matchs. Et comme disait Sok tout à l'heure, on va vraiment le perdre sur cette défaite contre l'Inter.
Donc l'équipe y croit. Moi, personnellement, depuis le match contre la défaite contre le Barça et la Juve, pour moi, c'était cuit d'office. Déjà parce que la Juve avait cet avantage de ne pas jouer aucune Coupe d'Europe. Ils avaient de la fraîcheur. Ils ont quand même fait un recrutement qui était très intéressant. Et puis, un peu à l'image du Milan de 2020, quand tu as la conscience ou mentalement cette idée de rien ne peut m'arriver, c'est très dur à aller chercher derrière. Là où nous, le Milan, avait quand même plusieurs problèmes, déjà pas mal de blessés. On a perdu Thiago Silva sur plusieurs matchs, qui nous a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues, parce que c'était le piston, le pion essentiel pour la relance, le pion essentiel pour la solidité défensive. Donc il y a plein de petits trucs à droite à gauche qui ont fait que même si l'équipe y a cru, moi personnellement, je savais que ça allait être très difficile et que c'était plus ou moins cuit. On sent arriver la fin, parce que là, on va arriver à la fin de l'apéritivo. On va aborder un peu les départs de cette saison. Il y a un jubilé. Oui, Yann, tu allais dire quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'était pour revenir sur le titre au moment où on le perd. Moi, pour juste en deux Vas-y. secondes, moi, Pardon. il y a clairement cette journée où on fait le match nul face à Catane, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre manque de profondeur d'effectif en attaque, ça nous joue clairement un tour. C'est le match qui est entre les deux confrontations face au Barça, hein, où je me souviens, on avait vraiment que le Barça en tête. On faisait un petit déplacement à Catane où on pensait régler l'histoire en vitesse. Et là, on se fait surprendre avec un 1-1. Je crois que c'est Robinho qui marque. Et ensuite, c'est Spolli, si je ne me trompe pas, qui va égaliser. Il y a aussi un petit scandale avec Robinho qui se retrouve à un moment seul face à un défenseur, le gardien qui était passé. Robinho qui tire le ballon. Et je crois, sauf erreur, peut-être qu'avec une Goal Line Technology, on n'était pas sûr, selon les caméras de Sky Sport, si le ballon avait passé oui ou non la ligne. Et pour moi, à partir de là, c'est vraiment à partir de là où je me suis dit, non, la Juve, à mon avis, va être inarrêtable. Et comme tu le dis, ensuite, le 4-2 face à l'Inter à l'avant-dernière journée, je crois, il nous coupe totalement les jambes. Et on arrive à cette dernière journée, qui est une journée triste, émouvante. Tu allais en parler, Guillaume. Ouais, très. Novara. Exactement. Eh ben, tu me fais une belle transition, c'est ça, c'est les départs. Du coup, il y a un magnifique tifo où Nesta, Gattuso et Inzaghi sont mis à l'honneur. Pas de Seedorf, alors qu'il s'en va aussi pour un autre club à la fin de la saison. Pourquoi il n'y a pas Seedorf sur ce tifo? Parce qu'en fait, Pater, on n'était pas sûr qu'il allait partir. Pour nous, son départ. il y avait plus ou moins des discussions de sa prolongation ou pas. Et finalement, ça s'est jamais fait. Alors que depuis le début, c'était acté que Inzaghi, Nesta et Gattuso allaient partir lors de ce dernier match, qu'ils n'allaient pas le prolonger. Et quel match! J'ai envie de dire, je pense qu'on a tous eu les larmes aux yeux sur ce jubilé. D'ailleurs, il y a une action qui va résumer, qui va être le barreau d'honneur un peu de ces trois joueurs qui ont marqué le club et qui marqueront le club jusqu'à pendant très longtemps, en tout cas. À jamais, ouais. C'est Nesta qui fait un tacle, qui récupère le ballon, qui fait une relance parfaite sur Seedorf, et Seedorf qui renvoie une chandelle sur Inzaghi, qui fait un contrôle poitrine et qui marque. Le résumé parfait de leur carrière au Milan AC. Et rien de plus à dire, en fait. Juste merci à ces joueurs-là, merci pour toutes les émotions qu'ils nous ont apportées. Difficilement, on aura encore, je pense, des joueurs qui ont autant marqué notre club et qui ont autant apporté au club, en tout cas. C'est ça, c'est des donc on va rester là-dessus parce que on évoquera le mercato beaucoup plus en détail dans la prochaine émission. Je vous en parlerai juste après. Mais on va rester sur ces gros départs et notamment les fins de carrière, parce que Nesta va faire une pige aux États-Unis à l'Impact Montréal, Gattuso en Suisse à Sion. En revanche, pour Pippo Inzaghi, Zambrotta et Van Bommel, bon, ces deux derniers n'ont pas plus que ça marqué l'histoire du club, mais c'est des fins de carrière. C'est trois fins de carrière. Donc, quel est pour vous, je vais vous demander de nous résumer un peu, voilà, parce qu'il y aura aussi des émissions qui sont consacrées à ces trois légendes. Mais Yann, si tu veux résumer un peu le passage, l'histoire de Gattuso avec le Milan, qu'est-ce que tu aimerais nous dire et comment tu aimerais nous la mettre en valeur? Pour moi, c'est si je dois citer un joueur qui m'a fait rêver,
pas forcément, justement, quand on parle de Gattuso, c'est peut-être pas forcément sur des séquences de jeu. Il m'a fait des contrôles en extension, un retourné acrobatique ou je ne sais quel geste. Mais c'est la mentalité. Je parlais avant de Nocerino que j'avais adoré de par sa mentalité. Ben, Gattuso, c'est sur toute sa carrière à Milan. C'est un pitbull, c'est un monstre. C'est Nocerino Gattuso au milieu du terrain. Il arrive en 99, je crois, de la Salernitana. Et il va jouer avec nous 467 matchs pour 11 buts. Il va faire partie du groupe, du noyau dur de ce milieu de terrain. Pour moi, le milieu de terrain, Gattuso, Pirlo, il m'a fait tant rêver, que ce soit avec l'équipe d'Italie qu'avec l'AC Milan. Il est là dans nos victoires à Manchester en 2003. Il est aussi là dans les moments durs, en 2005 à Istanbul. Il est là en 2007, toujours avec la même hargne. 2007, d'ailleurs, c'était son année où il s'était totalement rasé le crâne à Athènes. Et quel bonheur d'avoir eu un joueur pareil. Et puis cette hargne. Dommage, là, cette dernière saison où il a un problème à l'œil, problème qu'il a toujours, qui persiste là en ce moment. On le voit à Naples parfois avec un bandage sur l'œil. Mais quel joueur! Et d'ailleurs, son dernier match, son dernier moment à Milan, ses applaudissements à San Siro en larmes, son discours à la fin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la fin du match, il y avait eu chaque joueur avait dit un petit mot au micro et Gattuso avait vraiment, vraiment posé, était au milieu du rang central et avait dit Forza Milan fino alla morte ou quelque chose comme ça, allez Milan jusqu'à la mort. Et c'était du Gattuso quoi, en larmes avec sa grosse voix de bonhomme au milieu de San Siro qui me dit les gars, allez Milan jusqu'à la mort. Et pour moi, bah, c'est Gattuso qui va ensuite partir chez mes amis valaisans du FC Sion où il va aussi entraîner un petit moment. Et puis, on va le retrouver en tant qu'entraîneur un peu plus tard, Gattuso. Mais Gattuso, en tant que joueur à l'AC Milan, c'est un régal, comme j'ai tant l'occasion de le dire. Pater, raconte-nous un peu ton attache avec Pippo Inzaghi, un joueur qui est tellement apprécié par les supporters milanais. Moi, je pense qu'on se souviendra tous de ses courses, sa joie pour chaque but qu'il a marqué au club. On pourra en parler des heures et des heures de ces joueurs-là, mais On en ferait. ouais. Honnêtement, je à toi. non, mais honnêtement, Inzaghi, à l'image de Gattuso, c'est quand même des joueurs qui ont eu le Milan dans la peau et qui ont su l'exprimer à chaque moment qu'ils ont pu jouer, qui ont su résister au poids de l'âge et qui ont même pu être décisifs malgré leur âge et les difficultés, les graves blessures qu'ils ont reçues. Et on peut juste leur dire merci en fait. Et l'image que j'aurai toujours de Pippo Inzaghi, quoi qu'il arrive, ce sera cette course à la finale d'Athènes pour cette revanche contre Liverpool, quand il court sur le point de corner. Ce serait l'image que je garderai du joueur, en tout cas, plus qu'une autre. Très bien. Et puis Sokar, je te demandais de nous raconter un peu la tâche avec Nesta ou comment il a réussi lui aussi, parce que c'est un supporter lazial, hein, je crois, Nesta, ou en tout cas il a joué à la Lazio. Oui, il a le cœur lazialais. Il a le cœur lazialais, un peu voilà, comme Romagnoli actuellement. Je voulais parce que j'ai cru que j'avais confondu, mais c'est bien ça. Hein. Il a le cœur lazial et pourtant il est très apprécié des supporters milanais. Il aura marqué l'histoire aussi de notre club. L'histoire a commencé comme ça, un capitaine emblématique, très jeune de la Lazio, un peu à l'instar de Maldini pour nous à Milan. Il est venu à Milan au tout début à contre-cœur pour pallier les problèmes financiers de la Lazio. Il ne voulait pas quitter la Lazio, mais c'est son président qui l'a convaincu. Il dit si tu pars pas, la Lazio est en danger financièrement. On est obligé de te sacrifier, de faire ce sacrifice, et tu dois partir pour sauver le club. Il est parti pour sauver le club et malgré son cœur lazialais, c'est des années et des années de professionnalisme et d'excellence sous nos couleurs. Un joueur de légende, un défenseur central comme on n'en fait plus, à mon sens le plus grand défenseur central de l'histoire, Maldini étant pas loin derrière, mais qu'on connaît avant tout aussi comme arrière-gauche. Voilà, mais Nesta siège tout en haut de l'histoire, à mon sens, avec des Baresi, des Cannavaro et ce genre de joueurs.
des années d'excellence. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Barcelone et des affrontements contre Messi, qui est le deuxième plus grand joueur de l'histoire, ce qui n'est pas rien. Mais quand tu te plaçais face à Nesta, au début du match, Alessandro, il sortait sa petite poche, le tissu de sa poche, et il disait: tiens Léo, tu accroches là-dedans et pendant 90 minutes, tu vas pas faire le fier. Et c'est un peu comme ça qu'on résume sa carrière. C'est face au deuxième plus grand joueur de l'histoire, et Nesta, c'était lui le patron. Léo Messi, il disait oui patron, je vais être sage pendant 90 minutes, il n'y a pas de souci. Quelle magnifique conclusion en tout cas. Merci messieurs pour cette émission. Elle sera disponible du coup en replay sur Twitch pendant 2 semaines et en illimité sur notre YouTube. Oui, Sokar? Je voulais juste rajouter, d'ailleurs j'ai pas eu le temps d'en parler, mais au mercato hivernal, quand on recrute Muntari, il y a une petite anecdote que peut-être certains jeunes supporters ne connaissent pas, mais c'est que depuis quelques mois, on suivait un jeune joueur en Angleterre, un jeune milieu très prometteur qui était destiné à Milan. Au final, Galliani a dit, ce joueur, même s'il est gratuit, ce petit jeune, on n'en veut pas, parce que j'ai trouvé mieux en la personne de Souley Muntari, un peu plus expérimenté. Dis-moi à Ce côté de qui jeune on est joueur placé. qui, au final, va signer à la Juventus gratuitement, c'est Paul Pogba. Donc, en l'espace de 1 an et demi, on a offert Pirlo et Pogba à la Juventus. Et ce sont 2 des 3 milieux qui leur ont offert pendant des années et des années des Je savais titres. pas. Et voilà, c'est une anecdote marrante, marrante et triste à la fois, qui symbolise énormément la sénilité grandissante de Galliani et de début de la bande Terrera, dont on vous parlera dans les prochaines émissions. Exactement. Donc voilà, Sokar vient de le dire. Là, on a fait 2 rétros 2010-2011 pour revenir d'ailleurs d'abord sur ce magnifique Scudetto, puis ensuite sur cette saison pour un peu introduire les 2 gros sujets qui viendront lors des 2 prochains apéritivos. On le fera en 2 parties. Les prémices de la bande Terrera, voilà, 2008-2010, puis ce sera 2010-2012 où nous reviendrons un peu plus en profondeur, un peu plus sur des analyses un peu plus profondes, voilà, sur comment l'AC Milan a basculé dans cette bande Terrera qu'on a connue ensuite de la saison 2012-2013 à il y a 18 mois où Pioli a trouvé la recette, on l'espère, hein, parce que pour quitter la bande Terrera, il faudrait que Milan passe en Ligue des Champions. Mais en tout cas, voilà, on reviendra lors des 2 prochaines émissions sur ces sujets. Un grand merci à tous les 3 pour m'avoir accompagné dans cette émission. Donc, ce sera disponible demain sur la chaîne de Milan Actu YouTube. Et puis, sur notre Twitch, on est également en Club Pro avec Sokar et Pater qui animent le Club Pro le lundi soir. Voilà. Donc, merci à vous tous et puis Forza Milan. Ciao. Ciao à tous. Ciao, ciao. Ciao, merci tout le monde.